suis Daniel Vimiental, le responsable de l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet, une ONG qui a une présence assez longue dans le sujet et qui offre avec un modèle qui offre des résultats sur la présence des langues en ligne. Là, on va s'orienter sur les langues africaines. Donc, je vais présenter rapidement, ce n'est pas l'objet de la présentation, le modèle qui permet de produire ces indicateurs. Regardez quels sont les indicateurs que nous produisons. Regardez en particulier un indicateur des familles de langues et regardez ce qui se passe pour les langues africaines. Essayez de trouver quelles sont les langues africaines qui sont les mieux placées et quelles sont celles qui sont les moyen placées aujourd'hui. Comprendre que la plupart des problèmes proviennent en fait de la fracture numérique de certains pays en Afrique. Regardez les tendances et essayez de conclure avec des recommandations de politique publique. Nous travaillons sur le sujet de la diversité linguistique depuis 1998, avant Obdilsi, sous le nom d'une autre ONG, l'association Réseau et Développement, Fundredes, qui a terminé ses activités en 2017 et pour lesquelles Obdilsi a pris le relais. Ce que nous offrons, ce n'est pas une mesure de la place des langues, c'est-à-dire l'application d'un algorithme de détection des langues sur un ensemble de sites web, c'est une approximation indirecte. Nous avons remarqué dans nos travaux qu'il y a une sorte de loi économique qui relie les contenus et le nombre de personnes qui parlent la langue, sorte de offre et demande. Dès que l'on a des locuteurs d'une langue donnée dans l'Internet, il y a des webs qui se créent pour essayer de répondre à leur demande. Les sources que nous utilisons pour faire ce modèle, qui est assez complexe, c'est d'abord Ethnologue pour les données démolinguistiques, le nombre de locuteurs de langue première et seconde dans chaque pays, les données que l'UIT, l'Union internationale des télécoms, fournit sur le pourcentage de personnes connectées à l'Internet dans chaque pays, et enfin un très large éventail d'indicateurs qui essaient de caractériser les langues ou les pays dans l'Internet en termes de trafic, d'utilisation, soutien technologique, application pour la société de l'information. Comme il y a très peu d'indicateurs pour les langues, nous transformons des indicateurs de pays en indicateurs de langue par une opération de pondération sur la matrice démolinguistique. Tout le travail que nous faisons est en général publié et détaillé et souvent revu par les pairs. Et notre objectif principal scientifique que l'on travaille, c'est de chercher les biais. 90% du temps de recherche et de travail est d'essayer de résoudre le problème des biais. Sachant que dans ce champ, dans lequel il y a des gens qui donnent des chiffres, ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des entreprises commerciales ou de marketing bien souvent. Elles ne publient pas les détails de leurs méthodes et leurs méthodes sont extrêmement biaisées. C'est une des parties de notre travail de le constater. Dans notre cas, le biais principal, c'est celui qui dit que tous les locuteurs d'une langue donnée dans un pays donné ont le même pourcentage de connexion à l'Internet, le chiffre fourni par l'UIT, ce qui est évidemment faux. Il y a des fractures numériques à l'intérieur du pays. Prendre un exemple, en Espagne, les Catalans sont mieux connectés que les Espagnols, qui sont mieux connectés que les immigrants de langue arabe. Donc il y a des différences. Mais bon, si on travaille sur des langues qui ont beaucoup de locuteurs, plus d'1 million, c'est un biais sur lequel on peut travailler et qui n'est pas rédhibitoire. Par contre, si on travaille sur des langues qui ont très peu de locuteurs, le biais peut devenir énorme. De toute façon, je vais parler donc de langues africaines qui ont plus d'1 million de locuteurs langue première, et il y a des langues qui vont être mentionnées avec des chiffres de contenu, et il est possible que certaines de ces langues que je vais mentionner n'aient pas d'existence numérique. Ce que nous donnons avec notre modèle, c'est une plausibilité très forte. Ce n'est pas la réalité. Cette plausibilité s'avère la réalité bien souvent, ou en tout cas assez proche, dans un intervalle de confiance de plus ou moins 20%. Mais on ne peut pas écarter la possibilité que certaines langues mentionnées n'ont pas d'existence numérique. C'est quand même important de le savoir. Alors le concept du modèle, je l'ai expliqué, la demande et l'offre, il y a une sorte d'équation. Dans un monde idéal, il y aurait une proportionnalité entre
le nombre de locuteurs d'une langue connectée et le pourcentage de contenu dans cette langue. Mais cette fonctionnalité n'existe pas parce qu'il y a des langues qui ont qui ont des tarifs meilleurs selon les pays où elles sont pratiquées, qui ont une meilleure alphabétisation numérique, qui ont une meilleure culture numérique, qui ont une tendance à être beaucoup plus actives sur les réseaux sociaux. Il y a des langues qui n'ont aucun support technologique, donc c'est très compliqué d'avoir des contenus. Et enfin, il y a des pays qui sont très avancés dans la société de l'information, commerce électronique, vote électronique, gestion des impôts, et tout ça fait qu'il y a plus ou moins de contenu. On a un facteur qu'on appelle la productivité des contenus, qui est le rapport entre le pourcentage de contenu et le pourcentage de personnes connectées. Et c'est ce surfacteur qu'on le voit varier entre 1 et 0,5 ou 1,5, 1,2 qui va nous permettre d'affiner un petit peu les données sur lesquelles on travaille à partir de la connectivité, donc données par l'unité. Donc notre travail est de prendre un certain nombre d'indicateurs de base et à partir de là de les transformer quand c'est nécessaire en indicateurs de pays et avec des travaux statistiques assez traditionnels et classiques. On fait des extrapolations, on fait tout un tas de gymnastique statistique, on arrive à un résultat qui est la plausibilité la plus grande. Pour faire une analogie, c'est un petit peu en mathématiques comme les équations aux dimensions. On vous dit, je vais faire l'équation d'une vague qui arrive sur le bord de mer, et on la fabrique en faisant en sorte que les composants de l'équation tombent sur un résultat qui correspond à la mesure. Si c'est des mètres, il faut que ce soit des mètres. On fait un peu la même chose avec les données, on arrive à un résultat qui est très plausible. Donc notre modèle a divisé en 5 indicateurs principaux: les internautes, les usages que font les internautes, le trafic vers des sites web, les interfaces, celles qui sont présentes ou non pour mesurer le support technologique, et la présence dans des indicateurs de société de l'information. Au total, nous avons plus de 1600 indicateurs de base, et à partir de ça, nous fabriquons un pourcentage de contenu, un indicateur important qu'on appelle présence virtuelle, qui est indépendant du nombre de locuteurs d'une langue, qui est le rapport entre contenu et locuteur en pourcentage, et la productivité des contenus que j'ai définis. Et nous y ajoutons d'autres indicateurs intéressants, cyberglobalisation et cybergéographie, en regroupant les langages par région. Il y a un accès à la base de données assez facile par code ISO. Et donc, si vous dites par exemple, je veux savoir HAU code ISO de AOSA, quelles sont les données? La version de novembre 2024, la version 5.2, vous dit il y a 88 millions de locuteurs du HOSA, 27 millions 8 sont connectés, 31% des locuteurs du HOSA sont connectés à l'Internet, ce qui est un chiffre assez faible. 0,236% des contenus sont dans cette langue et la tendance est une légère baisse. La présence virtuelle est très basse, 0,29, 1 étant la moyenne normale, et la probabilité de contenu est 0,58. Vous pouvez donc utiliser pour les 361 langues sur lesquelles nous travaillons, vous pouvez interroger cette base de données qui est ouverte. Et bien entendu, elle donne les données génériques. Aujourd'hui, sur la base de données, il y a 7 milliards 400 millions de locuteurs qui ont été enregistrés et 10 milliards 700 millions de locuteurs L1 plus L2. Tous nos modèles sont basés sur le locuteur L1 plus L2, puisque quand on travaille sur l'Internet, on utilise soit sa langue maternelle, soit une langue seconde. Donc, dans ce contexte, ça veut dire que le taux de multilinguisme de l'humanité, c'est 1,44. 44% des humains parlent plus d'une langue. Aujourd'hui, nous avons 64% des humains connectés à l'Internet. Donc, la cybergéographie des langues, c'est le regroupement par famille de langues des mêmes indicateurs. Donc, c'est des moyennes par famille de langues. On a les langues américaines, du nord et du sud, l'arabe qui est mis à part, l'Asie, les langues européennes, français, anglais est une langue européenne, les langues du Pacifique et le reste. Si on regarde de près le cas de l'Afrique, on voit que 11,7% de la population mondiale L1 plus L2 pratique les langues africaines, mais malheureusement seulement
4% des contenus dans ces langues. Il y a un décalage énorme. La population connectée des langues africaines, c'est 6% de l'ensemble des internautes, avec un taux de connectivité de 36%, qui est très faible. Nous avons travaillé sur 152 langues pour obtenir ces résultats. Ce sont les résultats des langues qui ont les contenus les plus forts, les 30 premières positions. On voit que l'anglais et le chinois sont très proches. Vous lisez certainement des données dans la presse qui parlent de 50% de l'Internet en anglais, c'est faux. Aujourd'hui, l'anglais est autour de 20% et le chinois le talonne. Ensuite, l'espagnol se porte très bien en troisième position. En quatrième position, on voit plusieurs langues qui sont très proches les unes des autres dans l'intervalle de confiance, hindi, russe, arabe, français et portugais. Puis le japonais, l'allemand et le malais, l'indonésien. Bengali, turc, italien, vietnamien, ourdou, persan et coréen sont également dans un mouchoir. Et on voit le swahili qui est dans le tableau, il y a quand même une langue africaine qui est dans le tableau en 29e position, parce qu'elle a elle a un taux, regardez, 0,37 de présence virtuelle qui est très faible, mais il y a une grande population. Alors regardons maintenant les langues africaines. Le classement des meilleures langues africaines en termes de contenu, Swahili, Pidgin nigérien, Hausa, Zulu, Yoruba, Afrikaans, Wolof, Xhosa, Amharique, Wolofu, Lingala. On voit entre le haut de la table, Swahili, 0,30% des contenus, et le bas de la table, il y a une différence de 1 à 10, qui est assez importante. En termes de population, le Pidgin nigérien, Swahili, si vous voyez 1% dans la table de population, c'est 1% des 10 milliards. Donc c'est qu'il y a plus de 100 millions de gens qui parlent le Pidgin nigérien. Le Swahili, la Hausa. Donc ce sont des classements, les deux premiers que j'ai présentés, où le nombre de locuteurs de la langue joue un rôle primordial. S'il y a beaucoup de locuteurs, même avec un faible taux de connectivité, vous êtes en haut du classement. Par contre, si on regarde la troisième table, c'est la connectivité des langues, ça n'a rien à voir avec le nombre de locuteurs. On voit en tête Tarifi, Tamazight, Tachelhit, parce que le Maroc est très bien connecté, ce sont des langues qui se pratiquent au Maroc. Le mauricien, une langue qui n'a pas énormément de locuteurs, mais qui est très connectée, l'île Maurice est très connectée. Sezwana, Soto, Ndebele, Xhosa, Afrikaans, Zulu, ce sont des langues, si je ne me trompe pas, d'Afrique du Sud, qui est encore un pays très bien connecté. Donc vous voyez que les classements sont différents. En rouge, j'ai mis dans la table de droite les langues qui ont un taux de connectivité inférieur à la moyenne mondiale, qui est de 64. Wolof, Ewe, Tsonga, etc. Si on regarde, ce qui est très intéressant, parce que ce sont des indicateurs indépendants du nombre de locuteurs, si on regarde la présence virtuelle, en tête, le mauricien qui est au-dessus de 1, c'est la seule langue qui serait au-dessus de 1. Donc il y a un peu plus de présence dans l'Internet que dans le monde réel. Proche, le Tarifi, Tamazight, Tachelhit, le Cabo-Verdiano de Cap-Vert est bien placé. Et on voit que ça décroît assez vite pour arriver à des chiffres qui sont plutôt critiques, autour de 0,40. En termes de productivité de contenu, on a également le mauricien qui est en tête. Si on regarde maintenant le bas du classement, c'est-à-dire les langues les moins connectées, les moins présentes, avec des chiffres qui sont extrêmement faibles, le plus faible étant 0,0010%, là on a vraiment des taux de connectivité qui sont de l'ordre de 10% à 20%. Une personne sur 10 seulement est connectée, ce n'est pas étonnant qu'il y ait très peu de contenu. Avec des présences virtuelles extrêmement basses, 0,06 pour le Sango. Ouais. Alors d'où ça vient? Le modèle prend en compte plusieurs choses, je l'ai dit, la démographie, la connectivité Internet et un ensemble d'autres paramètres. Mais bon, la connectivité Internet, c'est le paramètre principal. Pourquoi les langues africaines sont peu présentes encore aujourd'hui, même les langues avec plus d'1 million de locuteurs? C'est parce que vous avez ce tableau. Voici les 25 pays les moins bien connectés dans l'Internet. L'Ouganda avec à peine un peu plus de 10% des personnes connectées, le Nigeria avec 35%, et vous voyez que 80% de ces pays sont africains. J'ai mis en rouge ceux qui sont entre 10 et 20%, en rouge obscur entre 20 et 30. Ce sont pratiquement toutes des langues africaines, sauf 4 ou 5, Yémen, Afghanistan, Wallis-Futuna, Turkménistan.
Ça, c'est la courbe de la présence de l'anglais dans le web que nous avons mesuré il y a des années et que nous avons repris en mesurement à partir de 2017. On voit que c'est une courbe qui ne veut pas dire qu'il y a moins de contenu en anglais dans l'Internet chaque jour. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'autres langues qui viennent et ça fait en proportion diminuer l'anglais. Et aujourd'hui, on va vers une asymptote de l'anglais autour de 20%, qui pourra peut-être remonter parce qu'elle est très présente en Afrique. Quand l'Afrique aura résolu son problème de fracture numérique, peut-être que l'anglais aura une nouvelle asymptote plus près de 30%. C'est à voir. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 750 langues sur les 7500 existantes qui ont une existence numérique. C'est pour ça que je pense qu'il est probable que les langues africaines, les 160 langues africaines dont je parle, sont dans ces 750. Alors il y a un chiffre qui est très important. Aujourd'hui, si on regarde les données d'ethnologues, moins de 5% des langues ont plus d'1 million de locuteurs. Mais elles représentent 95% des locuteurs. Et aujourd'hui, si on prend les locuteurs L1 et L2, les langues qui ont plus d'1 million recouvrent 96%. Ça veut dire que seulement 4% des personnes dans le monde ne pourraient pas avoir un rapport avec l'Internet, donc c'est leur langue première ou seconde aujourd'hui. C'est quand même un chiffre important. Alors ça ne veut pas dire qu'il s'agit de s'occuper que des langues importantes en termes de locuteurs. Il faut également s'occuper des langues qui sont énormément nombreuses, 95%, qui ont moins de locuteurs et qui n'ont pas de présence, parce que c'est un droit, le droit d'avoir une présence numérique pour une langue, et pour les locuteurs de cette langue, c'est un droit. Donc il faut travailler sur les autres. Mais en termes pratiques et pragmatiques, aujourd'hui, on peut dire que l'Internet est vraiment multilingue. On est passé de la dominance de l'anglais à la dominance des langues européennes, à l'arrivée massive des langues asiatiques, surtout le chinois et l'arabe, et maintenant, depuis quelques années, on est dans la phase multilingue. Ça, c'est la projection de la démographie dans le monde pour 2050, et on voit qu'il y a deux continents obèses en termes démographiques, l'Inde et surtout l'Afrique. Donc c'est une opportunité pour l'Afrique également. Si d'ici à 2050, et j'ai confiance qu'on y arrivera, la fracture numérique africaine est résolue, les langues africaines auront une très très forte présence dans l'Internet, également les langues européennes présentes en Afrique, qui sont l'anglais, le français et un peu moins le portugais. Donc, pour conclure, il y a une priorité importante en termes de politique publique pour les langues africaines, c'est avant tout et d'abord résoudre la fracture numérique, augmenter la pénétration de l'Internet dans beaucoup de pays africains qui sont très bas. Mais il faut le faire en même temps avec des programmes de littératie numérique et informationnelle avec une composante extrêmement forte de production de contenu. Il ne faut pas rater le coche. En même temps que l'on va résoudre la fracture numérique, il faut former les Africains à la production de contenu sur le web. Deuxième idée, c'est celle que j'ai développée auparavant, il faut en parallèle s'occuper des langues qui ont moins de locuteurs. Il faut faire en sorte qu'elles soient localisées, qu'elles aient un support technologique. Il faut travailler en même temps sur les grandes langues et sur les langues qui sont moins favorisées en termes démographiques. Conclusion. Je l'ai dit, l'histoire des langues dans l'Internet est passée de la domination de l'anglais à celle des langues européennes, avec l'anglais en tête, puis à celle de la croissance Afrique, arabe et Asie, avec le chinois en tête. Aujourd'hui, c'est l'ère du multilinguisme et il est grand temps que l'Afrique prenne sa place dans ce multilinguisme. La lingua franca de l'Internet n'est pas l'anglais, comme il est dit dans beaucoup d'endroits, c'est le multilinguisme qui est facilité par les outils de traduction automatique de l'intelligence artificielle. La démographie africaine dans les années qui viennent, avec celle de l'Inde, la va placer comme un continent majeur dans le monde. Il faut à tout prix que de la même manière que la démographie gonfle l'Afrique, que les langues participent de ces changements. C'est donc très important. Les enjeux ne sont pas que linguistiques et culturels, ils sont des enjeux d'affaires et des enjeux géopolitiques. C'est une priorité gigantesque pour l'Afrique que ces langues participent à la croissance démographique dans l'Internet. Voilà, j'ai conclu cette
présentation et je serai ravi de prendre vos questions.